Il essayait de me faire tirer sur sa cigarette, puis après il octait, ou bien il me foutait par terre, puis il me disait rentre. Rentre, dors, t'occupe pas de moi. Puis fais rentrer ta mère. Je pensais comme ça donc au loto, à la grosse qui m'avait traîné dans la salle de Fonfonce, quoi. Elle l'appelait Fonfonce. Elle aimait bien donner comme ça des diminutifs à répétition. Elle doublait, elle triplait, elle quadruplait les mots. Kiki, ou bien de temps en temps c'était Kikiki. Alors j'étais rentré avec elle. Il y a bien un monde là-dedans. On n'aurait pas vu passer une aiguille. Toutes les places autour de la table étaient prises. Puis moi j'ai vu toutes les cartes. Les cartes devant chaque gars. Avec la fille d'Alphonse que je pouvais pas piffer, qui était une bêcheuse. Qui avait toujours des grandes morphes qui lui tombaient du blaire. Je l'avais baisée à cause de ça, parce que t'es tellement crâneuse. Son père, c'était quand même un mec dans le coin. Les gars qui avaient des bistrots, c'était des gars. Alors comme elle me faisait chier parce que... Non pas parce que mon père venait peinter, parce que j'étais pour elle, un tout petit. Alors j'avais découvert ces morphes qui dégringolaient. Qu'est-ce que je m'étais mis à la faire chier. Alors ce soir-là, avec la grosse, j'ai vu la fille de Fonfonce qui était prête. Ces deux petites paluches plongées dans un énorme sac dans lequel je devinais qu'il y avait les rondelles. Puis Fonfonce qui était à côté d'elle. Il y avait des gros litres qui circulaient sur la table. On commençait à renverser un peu à côté, alors Fonfonce dégueulait tout le temps. Un gros coup, il disait « Il y en a marre, on aime tâcher encore mes cartes, on ne peut plus voir clair après, faut que je les achète, croyez que c'est facile à trouver. » Il semblait que le loto, c'était un jeu un peu défendu. En tous les cas, c'est comme ça que je le prenais. Alors la grosse, quand elle est arrivée au bord de la table, elle a dit « Alors, il n'y a pas de place pour moi ?» Alors Fonfonce, il lui a dit « Ben non, c'est complet. Ben, ça me ferait bien chier. » Ben je te dis que c'est complet. Ça me ferait bien chier. Quand la grosse avait dit 2, 3, 4 fois « ça me fait bien chier », ordinairement, les portes s'ouvraient, les chaises s'écartaient. Même à la maison, quand elle arrivait, de temps en temps, elle prenait sa biture, elle aussi. Et pas contente d'avoir une biture qui lui avait seulement permis de venir jusqu'à la maison. Elle voulait une chaise et elle décidait quelquefois de roupiller à la maison. Moi, j'ai roupillé avec la grosse, dans son paddock. C'était pas mal. Je me reposais chez elle. Elle trouvait que j'avais l'air palo. Elle me disait, alors couche-toi à côté de moi. Puis elle me serrait contre elle. Une fois, 2 fois, peut-être davantage, mais pas souvent. Elle s'est allongée à côté de moi. Elle écrasait littéralement mon petit lit pliant. J'avais l'impression que d'un seul coup, les ressorts allaient lâcher, puis on allait se retrouver coincé comme dans une énorme tenaille. J'avais les flips, je ne pouvais pas dormir. Alors là, après avoir dit, ça me ferait bien chier 1 fois, 2 fois, 3 fois, le Alphonse a levé les épaules, eut l'air de s'excuser. Il y avait eu un petit grognement général. Puis en même temps, on l'acceptait. On savait ce que moi je ne savais pas. Qu'on allait la subir, la supporter. Alors on y a tendu une chaise. On a retrouvé une carte dans un coin. Et puis Alphonse a dit, bon, bah alors tu y es. Sa fille s'appelait Marguerite, il l'appelait Guiguite. Et il a dit, Guiguite, vas-y, tu commences. Alors ça tournait très rondement. Des nuages de fumée. Mais un silence complet. On n'entendait même plus les tramways qui passaient. Tout le monde était greffé, branché, axé sur la main de Guiguite qui allait sortir le premier jeton. Alors elle l'a sorti. Je sais pas, le 10, le 15, enfin, sans importance. Alors un premier gars, un deuxième gars, un troisième gars, on commence à lever la main. Moi. Alors on balançait les jetons. Puis on mettait des petits pions comme des petits pions de dame, mais tout petits. Une fois, ça a été des haricots qu'on mettait dans la case. Des haricots qui étaient numérotés, la même chose. C'était Alphonse qui les distribuait, ou bien des petits jetons de dame qui étaient aussi numérotés. Il en avait, semblait qu'il en ait des centaines et des centaines. Le tout bien rangé dans une petite boîte à compartiments. Ça devait aller jusqu'à 99. Et la grosse m'avait foutu carré, hein, en s'écartant un peu des guiboles, une petite place sur le bout de la chaise. Puis petit à petit, elle trouvait que c'était inconfortable pour moi. Alors elle avait resserré les guiboles, bien carrés entre son nichon, ses nichons, son bide et ses cuisses.
Puis elle me disait, écoute, hein, parce que moi, des fois, il me baise. Hein. C'était la première partie de l'auto à laquelle j'assistais, partie de l'auto adulte. Alors j'étais vibrant, beaucoup plus tendu sans doute que les autres. Et je regardais tous ceux qui commençaient à remplir leurs cartes. Puis la grosse, sa carte qui ne se remplissait pas aussi rapidement que les autres. Puis petit à petit, disons que la partie s'était tirée. Il y avait une pause sur le coup de 9h30, 10h. Alors là, c'était des grandes rinsades. Le pinard qui coulait. La grosse qui... Alors elle refusait, ça j'ai vu ça. Refusait quand elle jouait. Elle disait, oui d'accord, tout à l'heure, Fonfonce, je me taperai mon kill, n'aie pas peur, mais maintenant je veux l'esprit libre. C'était pas une femme. C'était pas, comme on dit maintenant, un radar. C'était 1000 radars branchés sur tout le monde. Elle essayait de les torpiller de l'intérieur. Et surtout la guiguite, sur qui elle espérait sans doute avoir une action sur ses petites pognes, ses petites voix qui farfouillaient dedans, puis la guiguite qui vraisemblablement pourrait pas la piffer comme elle me piffait pas. Et qui voulait et qui vibrait de tirer un petit jeton qui n'était pas celui qui se trouvait sur la carte de la grosse. Ça s'était tiré et sur le coup de 11h, il n'y avait pas de gagnant, il y en avait 6. Alors il y avait la pause. La deuxième pause, les 6 gagnants devaient se retrouver, tous les 6, pratiquement face à face, avec Guiguite dans son coin, qui avait ramassé tous les jetons, puis qui allait recommencer. Il n'y avait plus une carte, il y en avait 2 ou 3. Alphonse, qui commençait à se frotter dans les mains, il était content, sa soirée était bonne. Il n'y avait pas eu qu'un seul gagnant, mais plusieurs, donc il fallait les départager. Et pendant la pause juste avant, non pas le round final, mais une des belles, peut-être qu'un seul gagnant sortirait de celle-là, de temps en temps, j'entendais le poulet. Moi, je n'avais rien repéré. J'avais pas vu qu'il y avait sur une des étagères, où on avait fait un petit peu de place, un poulet mort, plumé, avec la tête en bas. Un grand coup étiré, tout plissé, qui attendait que le vainqueur le ramasse. C'était la poule. J'avais jamais entendu parler de poule. De poule jouée. De poule qui jouait aussi bien à la belote, sans doute, ou à la manille. Et on s'est remis en route. À partir de ce moment-là, la grosse avait la tête montée sur une rotule. Chaque fois qu'un jeton tombait pour elle, ou pour 2 des joueurs. Mais ça devenait difficile. Il y avait assez souvent un seul jeton pour un type. Elle se retournait vers le poulet et elle l'invectivait pas du tout. Elle le dorlotait, chouchoutait, enrobait dans ses paroles. Avec moi, je te ferais bien. Avec des petites pommes de terre autour. Pas vrai, mon kiki, on va se le taper, on va se le bouffer demain matin. Alors moi, je gaffais de temps en temps le poulet, je me retournais, j'essayais de passer ma tête en dehors de son énorme corps. Puis je voyais le poulet qui attendait. Qui attendait donc un gagnant pour pouvoir se borer. Nous allions certainement voir le poulet se débiner. Je souhaitais de tout mon corps et de tout mon cœur, avec une ardeur que je n'avais pas connue. J'avais connu d'autres moments, d'autres élans. Mais gagner un poulet, c'était vraiment quelque chose. Petit à petit, les cartes se sont remplies. Puis il y avait un petit vieux qui était là. Je ne sais pas si je me suis mis à le détester parce que la grosse, de temps en temps, me disait « il me fait chier celui-là ». Et un petit vieux qui prenait, disons, une sale gueule ou qui avait une sale gueule, ça j'en sais rien. En tous les cas, ce petit vieux-là, lentement, il remplissait sa carte, ce con. Je voyais qu'il avait au moins 5 ou 6 jetons d'avance sur nous. Alors, la grosse, à chaque fois qu'on tirait un jeton, elle disait « ça me ferait bien chier, ça me ferait bien chier ». Je voyais qu'elle s'énervait, je la sentais. Moi, je tremblais sur elle. C'est pas moi qui tremblais, c'était elle qui tremblait. Ces gros nichons, ces énormes trucs dont ma mère m'avait parlé. Des mamelles que ma mère disait épouvantables. Elle était sujette aux grosses bronchites. Ma mère disait que c'est parce qu'elle était trop grosse. En tout cas, une fois, j'avais surpris une conversation, ma mère avec une autre copine, parlant de la grosse qui recommençait.
Et ma mère qui lui faisait des enveloppements. Et les enveloppements, elle ne pouvait pas les poser tellement elle avait les nichons qui étaient énormes, la grosse. Alors il paraît qu'il fallait que la grosse tire les nichons en avant. Moi je voyais ça comme, non pas des mamelles, mais des poches, des sacs à provisions. Et puis qu'ensuite elle ramenait sur l'enveloppement pour garder au chaud et que, paraît-il, les deux nichons finissaient par se toucher dans le dos. Non, je ne crois pas que je suis en train de fabuler. Je crois qu'elle avait effectivement des nichons phénoménaux. Phénoménaux. Et assis sur elle, je ressentais toutes ces secousses, non pas sismiques, mais nichiques, qui commençaient la grosse à brailler. Ça me ferait bien chier, ce vieux con, ce tordu, ce pourri. Alors le vieux, de temps en temps, la rappelait à l'ordre d'un petit geste. Il avait un clope qui ne brûlait plus. De temps en temps, il le sortait comme ça, pincé entre ses deux doigts. Puis il lui disait, ta gueule, ça te fait chier, mais je vais gagner, je vais t'avoir. Et effectivement, à un moment donné, le vieux a eu une telle avance qu'il était absolument impossible que la grosse le ramasse. Alors elle a tapé un grand coup sur la table. Elle a dit, maintenant il y en a marre, j'en ai assez, ça peut pas continuer comme ça, la guiguite, elle veut me blouser. Alors Alphonse a essayé de la calmer, de lui dire, t'es mauvaise joueuse, si ça continue, moi je te laisserai plus venir. Puis il a dit, faut laisser le jeu se faire. Et par un coup de peau, brusquement, la grosse s'est mise à ramarrer. À ramarrer le vieux qui, alors lui, dans son coin, trouvait que la guiguite s'était mise de l'autre côté. Qu'elle tirait ce qu'elle savait tirer, qu'elle voulait favoriser la grosse, que c'était dégueulasse. Il y avait une électricité dans l'air, à peu près comme quand mon vieux ma vieille s'engueulait. Mais le ramarrage de la grosse n'a pas duré très longtemps. Il y avait encore 4 ou 5 cases à remplir, alors que le vieux, vraisemblablement je crois, 1 ou 2. J'avais les yeux, j'essayais de bigler, de loucher, à l'envers, à l'endroit. Les mains de Guiguite à chaque fois qu'elle plongeait dans son sac, puis qu'elle souriait. Avec ces 2 grosses morphes qui continuaient à dégouliner de son blaire. Oh, je l'aurais foutu dans le sac, celle-là. Puis il y avait le petit vieux qui lui pinçait ses yeux. Gaffait sur le côté sans presque tourner la tête. Puis tendait ses oreilles. Il essayait de voir à la fois et d'entendre en même temps. Le jeton qu'elle a sorti, ça a été pour le vieux. Alors la vue se tenait de plus en plus mal. Elle tremblait plus, elle était plus seulement agitée. C'était un paquet de bidoches posé sur un tour électrique. Moi, j'essayais de temps en temps de me carrer un peu sur ses genoux, je glissais, je passais en dessous de la table, je me relevais à chaque fois, je disais, fais gaffe, on va bourmer tous les jetons. Ah, alors, elle s'en sortait plus, c'était un seul mot qui tournait, qui ronronnait, qui grinçait, ça me ferait chier, ça me ferait chier, ça me fait chier, puis sans arrêt, sa tête qui tournait, qui rotulait, puis le poulet à qui elle parlait, c'est avec moi que tu dois venir. Puis moi, je commençais à en avoir marre, j'étais non pas fatigué, mais je sentais que d'un moment à l'autre, ça allait exploser, éclater. On ne pouvait pas rester dans un tel tremblement. Le dernier jeton, ben, il est venu, quoi. Il est venu comme je l'avais prévenu. C'est le vieux, le petit vieux, bon, tordu, le con, le tout ce qu'elle voulait, mais c'était normal. Il avait 4 chances sur elle. De temps en temps, il y avait des coups à blanc. Alors le vieux se lamentait, la grosse pétait de joie. Puis la dernière case a été remplie. Alors elle s'est levée d'un bond. Dégueulasse, tricheur, enfin tout y est passé. Elle s'est dirigée vers le comptoir, qui n'était pas très large. Puis avec ses grands abattis, elle a saisi le cou de la bestiole, puis elle y a fait faire un énorme arc de cercle dans la piole, un arc de cercle qui l'a paumé. Le petit vieux, lui, il a chopé ça en pleine poire. Il a serré ses pattes dessus, puis il s'est couché sur la bestiole. Dans le café, c'était la folie. La folie, la frénésie, tout ce qu'on peut imaginer dans une histoire comme ça. Ça gueulait, ça rigolait. Alphonse a essayé de s'interposer. La grosse, elle m'a dit, tire avec moi. J'arrivais pas à tirer, j'étais... je crois que j'étais un peu vidé, paniqué. Elle a tiré sur la bestiole, tiré jusqu'à ce que ça casse, ça lâche. Elle s'est retrouvée avec la tête et puis un petit morceau du cou. Elle a pris la lourde, puis elle a foncé. Elle a traversé le rond-point comme ça. Puis derrière nous, on entendait non plus gueuler, mais des éclats de rire, et puis on se foutait certainement de sa gueule. Moi, j'avais du mal à la ramarrer. Puis on s'est retrouvé devant l'entrée de son couloir, avant d'arriver à la cour.
Puis elle a vu qu'elle avait que la tête du poulet. Puis elle m'a dit, ça me ferait bien chier, on va essayer de piquer le vieux. Je dis, non, la grosse, écoute, t'as perdu, faut... J'avais envie de lui dire, faut accepter. Demain, on y retournera, ou dans 8 jours, on ira, tu verras. Le vieux, il est pour rien. Lui, il a gagné. Elle bavait. Elle regardait la tête de son poulet, elle dit, ça me ferait bien chier de bouffer ça demain, alors. Je dis, oui, mais demain, tu vas peut-être gagner. Allez, rentre. Alors, elle n'a pas accepté d'être vaincue. Je l'ai vu qui partait, qui revenait vers le bistrot. Elle devait se servir de sa tête de poulet comme d'une matraque. C'était comme autre chose qu'un rêve. Peut-être un cauchemar, sans savoir ce que c'était qu'un cauchemar, alors que je patausais assez souvent là-dedans. J'ai vu ses grands bras qui tournaient, elle a dû choper ou bien le petit vieux ou un autre petit vieux. Je pensais secrètement que le petit vieux devait se tailler, qu'il allait lui demain, avec des petites patates autour, se taper la poule. J'avais pas tellement envie d'être le lendemain matin ou le lendemain soir reprise par la grosse qui me retraînerait devant ça. L'oncle, il avait beaucoup plus d'élégance quand il paumait. Il rentrait à la maison, ça se voyait tout de suite à sa gueule, à ses yeux. Je me suis retrouvé chez Alphonse. J'avais les bras devant moi, mais la tête qui dormait pas dedans. Alphonse était devant moi, un balai à la main, il allait sans doute balayer sa sciure, et il attendait que je me lève. Il m'a fait signe de me relever, pas de sortir. Il avait beaucoup de tact, Alphonse. Il savait qu'il fallait pas bousculer les gars. Pour lui, j'étais un gars, j'étais plus un gosse. Il savait pas non plus ce que j'étais, qui j'étais. Alors je me suis levé. J'ai pris la porte. Je me suis retrouvé dehors. Ça valsait, ça tournait. Le blanc et le rhum, ça faisait mauvais ménage. J'ai un peu buté sur le bord du trottoir. J'ai traversé la chaussée. Je pouvais plus aller à la cave. Je pouvais pas non plus aller à l'appartement. J'ai déjà dit qu'il s'était passé des années. J'avais quitté ça, j'avais 19 berges, 20 berges. Ouais, c'était moins loin que je croyais, c'était plus loin que je le pensais peut-être. Il n'y avait plus personne dans le coin. En tous les cas, plus personne, c'était les vieux. Là-dessus aussi, j'avais tiré un trait. Puis j'avais facilité les choses. Ils s'étaient débinés. J'ai tiré ma petite valise. J'ai pris la direction, le chemin. Comme si je venais de sortir de la cave. Pour moi, l'appartement n'avait pas compté. J'ai pris la direction du 19. Moi, j'habitais au 5. Le couloir que j'ai retrouvé, même en ayant les yeux fermés. Je continuais à valser, à toucher un mur à droite et à gauche avec mes épaules. J'essuyais, comme on disait. À la hauteur d'homme, il y avait une épaisseur de crasse peut-être, ou de suin, de vêtements, de cuir. Chez moi, on portait beaucoup les cuirs, les paletots en cuir, qui protégeaient du froid, qui coupaient dans le gel. À cette hauteur d'homme-là, c'est-à-dire à hauteur d'épaule, à 1,50 m, entre 1,50 m et 1,60 m, une énorme traînée. Puis un peu plus haut, alors sur, disons les 1,80 m, 2 mètres, une autre traînée, une traînée très noire, qui n'était pas la même, qui arrachait un peu le plâtre du couloir. C'était la traînée faite par les sacs de charbon. Quand on pouvait se payer du charbon, le livreur prenait un peu appui sur le couloir. Je l'ai traversé, ce couloir, puis je me suis retrouvé dans une cour. Une cour que j'ai enjambée, découvert un autre petit couloir qui partait au bout de la cour, puis dans le couloir une porte à laquelle j'ai frappé. Puis j'ai attendu, ça devait être 8 heures. Derrière la porte, on disait « Ouais, j'arrive, ouais, j'arrive ». Alors j'ai attendu qu'on arrive, la porte s'est entrouverte, puis bien ouverte. Il y avait toujours une toute petite lampe pour éclairer cette pièce. Il fallait s'y faire à l'intérieur. Il fallait s'habituer, s'accoutumer.
Mais celui qui venait d'ouvrir la porte avait un avantage sur celui qui venait de frapper. Lui, il vivait là-dedans, alors il voyait, comme en plein jour. Alors j'ai entendu l'avalanche. Mon Kiki. Alors Kiki, il est rentré. Il a posé sa valise par terre, il a tenté un peu devant lui. Il a trouvé une chaise, il l'a tirée. S'est assis dessus. A posé sa petite valise par terre. Puis le Kiki, il a posé ses coudes sur la table avec une toile cirée. Puis j'ai regardé la toile cirée. Mes yeux commençaient à s'y faire. La grosse s'était tue. Elle avait bien eu ce cri « Oh ben merde !» Puis ça y avait couplé le sifflet. Il n'arrivait plus à sortir un son de sa bouche ou de sa gorge. Elle avait dû s'asseoir en face de moi. Il devait être en train de me regarder. Je sentais ses petites mirettes sur le dessus de mon crâne qui commençait à se déplumer. Je n'arrivais pas à relever la tête. C'était toujours la même toile cirée, des grandes fleurs bleues sur un fond vilain, jaune et sale. J'avais toujours connu cette toile cirée avec la toile qui usait, commençait à grisailler puis à noircir. À présent, il y avait des trous. J'ai relevé un peu ma tête. Puis j'ai retrouvé celle de la grosse. Alors, en retrouvant mes yeux, elle a retrouvé un peu la parole. Oh, j'étais pas un type qui faisait pitié. Pas de ça. J'étais non seulement son Kiki qui revenait vers sa grosse, qui devait avoir 70 berges à ce moment-là. J'étais autre chose que ce qu'elle aurait peut-être pu attendre si on lui avait annoncé ma visite. Elle n'était pas préparée à ça. Elle savait rien, il y avait pour elle aussi un trou. Elle retrouvait un grand bonhomme. Alors elle ouvrait un peu la bouche, puis elle laissait seulement passer devant. Oh ben merde alors. Oh ben merde alors. Oh ben merde alors. Oh ben merde. Alors j'ai voulu l'aider. La sortir un peu de sa merde parce que on en avait sinon pour des heures à ça. J'ai tout simplement dit ouais. Alors elle m'a répondu par ouais. Alors il fallait un peu embrayer, engrainer sur le truc. C'était plus grave que je le croyais. Pas plus grave pour elle, pas plus grave pour moi, c'était plus grave pour ce qui était au-dessus de nous. Son bas-merdre alors, qui me servait absolument à rien. À elle, ça lui tenait lieu de béquille, de canne, de fauteuil roulant. C'était sa petite canne blanche qu'elle envoyait en avant, tout en me voyant assez bien, mais elle ne voyait plus que moi. Moi, j'avais sa grosse tronche devant, de l'autre côté de cette table ronde, en gros plan. Ah, j'ai dit, faut pas être comme ça. Ouais, je te surprends, j'aurais dû t'envoyer un mot, mais tu m'excuseras. Je savais vraiment pas où j'allais aller. Alors je suis venu comme ça, quoi. Je débarque. Alors j'ai eu droit à quelques merde encore, et puis son sifflet s'est arrêté. M'a proposé tout de suite une tasse de jus. Elle s'est levée, mais elle tremblait. Non pas que je lui faisais une telle impression, mais j'y avais fait un tel choc. J'ai entendu tous les bruits, j'ai vu tous les mouvements coutumiers, habitués à mes oreilles et à mes yeux, avec cette énorme coupure, cette tranche, cette falaise qui n'avait pas effacé, qui ne les avait pas effacés. J'ai vu l'eau bouillir, sa grosse main saisir la bouilloire, la verser sur le haut de la cafetière, là où se trouvait un mélange de café et de chicorée.
d'un café comme je n'en avais pas bu depuis tellement longtemps. Elle l'a bien laissé passer, une seconde fois, remis dans une casserole, revenu. Je vais te le faire très fort. Elle a sorti ses petites tasses, avec des petites soucoupes, une petite cuillère. Comme si j'étais, non pas un étranger, mais quelqu'un qu'on reçoit bien. Avec l'apparat pour montrer qu'on avait, sans le savoir, une certaine déférence, un certain respect. Ça ne me plaisait pas. J'aurais préféré qu'elle sorte un bol, comme le sien. Puis d'une main très tremblante, elle a posé la petite soucoupe devant moi, en me disant « bois ». J'ai bu et là aussi le café, plus le blanc et le rhum, ça faisait peut-être pas très bon ménage. Alors j'ai repoussé la tasse devant moi. J'ai commencé à fumer. Et elle commençait à parler pour elle-même, sans vouloir m'effrayer, en remontant le temps à l'envers. Il pleuvait des questions. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Suivi, après quelques paroles de « Où vas-tu » D'ailleurs, on disait pas « Où vas-tu », on disait « Où tu vas ». Ah, moi, je restais devant elle. Toutes les questions qu'elle se posait, j'allais être amené à me les poser aussi. J'étais là, ça me semblait déjà bien. Alors, par-ci, par-là, autant que je pouvais placer une parole, je disais, je répondais avec 2, 3, 4, 5, 10 phrases de retard. J'arrive. Je donnais l'heure d'arrivée du train. J'ai donné un détail très complet de mon itinéraire. J'étais descendu à la porte d'Auteuil, j'avais pris le 123. Descendu ensuite à l'église de Boulogne. Et puis fait un tour au marché. J'y ai même parlé de la plaque de la sage-femme. Elle a dû me dire qu'elle était morte. Et puis je suis arrivé chez Alphonse. Alors c'est là que j'ai bu un petit coup de blanc et c'est pourquoi je suis certainement un peu pâle. Alors elle reprenait ça où elle l'avait laissé, mais en allant beaucoup plus vite que moi. Elle m'emmerdait. Elle ne m'emmerdait pas, mais en fait, elle me troublait, elle me perturbait. Elle allait si vite. Elle allait trop vite. Je n'avais pas envie de lui raconter mes salades, mais si elle voulait que je lui réponde, il était bon de mettre un frein. Je crois que la matinée s'est passée à essayer de nous trouver avec des paroles. On est arrivé, pour moi qu'à un cas, et pour elle comme une flèche à midi. Alors elle a mis à cuire des pâtes. Elle m'a demandé si j'aimais les pâtes, si j'aimais toujours les pâtes. Alors elle a fait ses pâtes, elle a mis un peu de gruyère dessus qu'elle a coupé avec un couteau. Ça a senti les pâtes au fromage. Elle a mis une assiette, mais là, sans mettre autant de fantaisie que pour la tasse du café le matin. Elle a mis une fourchette, un couteau, un bout de pain, un bout de camembert, 1 litre de vin entre nous. Je remarquais qu'elle secouait la tête tout le temps, d'avant, en arrière, de droite et de gauche. Elle balançait son corps. Il y avait encore des petites fuites dans le bas, merde alors, mais c'était en train de se calmer là aussi. Puis une fois les pâtes avalées, alors elle a tiré une chaise, elle a mis ses grosses guiboles dessus, elle s'est bien carrée sur celle où elle était assise. Elle m'a demandé une cigarette. Elle m'a conseillé d'en faire autant qu'elle, d'étendre mes jambes. Et il m'a semblé que là, elle était prête à discuter plus calmement, moins rapidement. On a tout repris, comme si je venais d'arriver. Avec une question très simple qui demandait une réponse, et sans la faire suivre d'une autre question et encore d'une autre question. Alors ce calme, avec ma plâtrée de
pattes dans le bide, j'en ai bénéficié. Je lui ai dit que j'étais malade. Et sans qu'elle me demande de quoi j'étais malade, j'ai attaqué. J'ai essayé de reprendre du commencement. Non pas pour elle de là où elle m'avait quitté, où je l'avais quitté, où j'avais quitté mon quartier, mais d'un point pour elle plus confus, pour moi beaucoup plus précis. Je lui ai dit, je suis malade, mais j'ai voulu être malade. Elle ne m'a pas demandé qu'est-ce que je voulais en étant malade. Elle me regardait, elle hochait la tête, dans un mouvement qu'elle n'a pas quitté de toute cet après-midi-là. Je lui ai dit comment j'étais tombé malade. La joie pour moi de me retrouver dans un plumard. Elle ne posait pas de questions. Il y avait de grands vides, de grands trous. Des moments de silence dans lesquels on entendait des locataires entrer, passer, sortir dans la cour. Il lui arrivait de temps en temps de dire « c'est un tel, c'est un tel ». Il part au boulot, il rentre. Tiens, il a encore sa cuite. Tiens, je sais pas qui c'est. Moi, j'avançais dans mon sable. Je lui disais que ce qu'elle ne savait peut-être pas, j'étais non seulement un type malade, revenant ou ne revenant pas dans son quartier. En passant, je lui disais que j'avais pas un rond. Que la seule petite poignée de pognon que j'avais, c'était pas celle que j'avais dans la poche, mais les quelques livres qui traînaient dans une malle que j'avais laissée à la gare à la consigne et que j'irais sans doute chercher. Alors pour elle, des livres, ça ne représentait pas grand-chose. Et en tous les cas, pas du fric. Ça coûtait 20 sous. 2 francs, 3, 4. C'était bien le maximum. Quand elle avait besoin, pour Antoine, son mec, de lui acheter quelque chose, de lui faire plaisir, quand elle essayait de le couper dans ses cuites, d'essayer d'avoir une semaine de repos, elle lui achetait Buffalo Bill. Et elle venait me chercher à la maison et me dire qu'elle en avait un nouveau. Et pour moi, c'était le signal que le soir ou l'après-midi d'un dimanche, j'allais le passer à lire, en lui montrant de mon doigt les images que j'étais en train de lui expliquer, pour Antoine qui ne savait pas lire, les aventures et les péripéties desquelles il sortait toujours vainqueur. Buffalo Bill, à un point que on ne l'appelait plus Antoine, mais Buffalo. Et que je pouvais me permettre avec Antoine, parce qu'il ne savait pas lire, et qu'en même temps parce qu'il aimait entendre parler, parce que la grosse, elle ne savait pas, en dehors de merde ou de ses grossièretés, ses insultes, ne disons pas tenir une conversation, mais rester plus de 10 minutes ou un quart d'heure en face d'Antoine. Et dans ces moments de silence, quand il commençait à s'étoffer et à s'épaissir, Antoine la regardait, sortait 1 litre de dessous la table et recommençait à ingurgiter. Moi, mes petites après-midi avec lui, c'était des après-midi non seulement de rêve, mais de bouffées d'air, de choses que je découvrais à travers les tout petits illustrés. J'en rajoutais, si j'avais dû lire l'illustré, en détaillant légèrement les images, j'en avais pour au maximum un quart d'heure. En lisant au ralenti 1 demi-heure, mais pas davantage, alors que je pouvais rester 3, 4 heures. Piétinant des images pendant 10 minutes et un quart d'heure. Lui-même, Antoine se trouvant, Buffalo lui-même, me posant des questions, demandant des explications, au point que, quand je passais à l'image suivante, je ne pouvais plus lire. J'étais obligé de continuer d'inventer. Et d'invention en invention, ça nous permettait quelquefois de reprendre le même illustré,
et d'avoir une toute autre histoire. Et mon Buffalo, c'est-à-dire Antoine, ne faisait pas du tout attention aux images qui étaient les mêmes pour une nouvelle histoire que pour la précédente. Il s'en foutait. Pour lui, ma parole était suffisante et le cheval cabré de Buffalo, poignardant un bandit, un type qui venait d'attaquer une diligence ou quelquefois même des Indiens, pour qui j'avais, je dois l'avouer, une violente antipathie. La soirée se terminait par un énorme sommeil qui prenait Antoine. Il fallait véritablement le traîner à son lit, l'allonger, le déshabiller, et mieux que moi, qui quand je rentrais à la maison avait encore un peu les chevauchés de Buffalo dans la tête, à partir du moment où j'avais tellement tout mélangé, je ne me rappelais pas ce que j'avais imaginé, et je trouvais moi un sommeil plus difficile. Alors qu'Antoine avait été bercé par une petite voix tellement chevrotante que j'avais en étant enfant. Une voix cassée, la voix des malades du larynx, qui était la trouille de ma mère. Quand elle me traînait brusquement, alors qu'elle venait de remarquer que depuis 2-3 jours j'avais la voix voilée, que le médecin de temps en temps avait pu lui dire, au commencement en tout cas, que j'étais en train de muer, il était évident que je ne muais pas à 8 ans, 9 ans, 10 ans. J'allais muer, mais pas avec une telle préparation qui précipitait ma mère dans la trouille. Alors là, devant la grosse, l'après-midi s'est à la fois étiré, écoulé, déroulé. Elle avait eu le temps, étant donné que je parlais avec une telle lenteur, le temps de connaître une partie de mon histoire ou de ma vie. Hochant toujours la tête et de temps en temps, un petit bruit, un petit claquement de sa langue. Quand peut-être l'histoire lui plaisait moins bien ou quand ce que je lui racontais commençait à la gêner. Dans le soir, on a bouffé un bout de calandos. Elle s'est mise un peu à boire. C'était son habitude le soir et en buvant, elle m'a raconté un petit peu de sa vie. Pourquoi elle était seule, comment elle en était arrivée à ça. Et je comprenais, sans y mettre beaucoup d'intérêt, que si Buffalo était mort, c'est un peu parce qu'on avait voulu qu'il crève. Pendant la guerre, il avait souffert énormément de la restriction, du rationnement du vin. Habitué qu'il était à ses 8 ou 10 litres par jour, le litre qu'on lui allouait par semaine, c'était de la mort qu'il buvait à chaque fois. Puis qu'il s'était éteint en étant devenu maigre comme un clou alors qu'il était une véritable petite boule. J'ai appris aussi que son fils était mort. Et j'ai découvert que je représentais pour elle, quand j'étais un enfant, un peu de son fils qui grandissait très vite. Et que maintenant, peut-être en étant moi arrivé à 30 ans, elle me recouvrait des fringues de celui qu'elle appelait Roro. Roro, c'était Roger. Vers 10 heures ou 11 heures, elle m'a dit que j'allais dormir avec elle. On est passé dans ce qui tenait lieu de chambre où il y avait pour toute fenêtre un vague petit trou dans le mur, comme un petit soupirail. Elle m'a dit, je vais me mettre au lit, je vais me déshabiller, puis après tu vas venir. Alors j'ai entendu qu'il retirait son énorme corset, un truc avec des baleines qui devait maintenir à la fois le nichon, le bide et le cul. C'est tombé sur une chaise, ça a fait un bruit de ferraille, et puis le sommier s'est mis à grincer. Elle m'a dit, ça y est, tu peux rentrer. Je ne me suis pas déshabillé, je vais rester avec mon froc et ma chemise, je me suis mis sur le lit. Elle m'a tiré un édredon qu'elle avait, que je connaissais très bien. J'ai trouvé allongé à côté d'elle avec la petite lampe de son côté. J'avais sorti mes petites fringues de ma valise avec 2 ou 3 livres que j'avais dedans, que j'ai arrangés sur la table de nuit du côté de Buffalo. J'ai posé ça, j'ai regardé.
Elle m'a dit qu'elle voulait pas qu'on lise au lit. Je dis, j'ai pas envie de lire. C'est une mauvaise habitude. Je dis, mais j'ai pas envie de lire. Elle me dit, qu'est-ce que tu lis maintenant? Je dis, oh, je lis pas. Je traîne des bouquins, je les vends de temps en temps. Ce qu'elle n'avait pas réussi à comprendre, c'était qu'on puisse vendre des livres. Que j'en tire peut-être, je sais pas moi, 50 centimes ou 20 sous, c'était bien le maximum. Alors j'essayais non pas de lui expliquer pour elle, mais de m'expliquer aussi pour moi ce que je faisais depuis des mois. Je vendais mes livres au compte-gouttes. J'avais piqué pour deux raisons. Une, les livres que je lirais un jour. L'autre, les livres que je ne lirai jamais, que je ne couperai pas et que je vendrai.